Pendant que j'étais en opération extérieure, ma mère a contrefait ma signature. Et a vendu le chalet de mon grand-père pour 1,1 million d'euros afin de renflouer l'empire immobilier frauduleux et chancelant de mon frère, mais ce qu'elle ignorait, c'est que mon grand-père m'avait déjà légué séparément toutes les terres environnantes. L'ouvrier du chantier n'a même pas levé les yeux quand je me suis garé sur le terrain de gravier, il mangeait un sandwich jambon beurre, appuyé contre une camionnette qui arborait le nom de « Groupe Immobilier Valvert » en lettres dorées élégantes sur la portière. Derrière lui, un bulldozer attendait, immobile, à côté d'un piquet d'arpenteur orné d'un petit fanion orange, et plus loin, là où se trouvait autrefois le chalet de mon grand-père. Là où le poêle à bois avait encore cette fissure sur le panneau gauche que mon grand-père jurait de réparer chaque été sans jamais le faire, se dressait un panneau métallique blanc, si neuf que la rosée du matin n'avait pas encore terni son éclat, domaine des Crêtes de Valvert. Résidence de luxe, à partir de 950 000 euros. Je me tenais là, dans le gravier humide, vêtu de mes habits civils, un jean, des bottes usées et une veste qui portait encore un petit insigne de l'armée de terre sur la manche gauche parce que j'étais trop épuisé par le décalage horaire pour me changer, et j'ai lu ce panneau 3 fois. L'ouvrier a fini par lever les yeux et m'a dit « Madame, c'est une zone de chantier active, vous allez devoir circuler », ce à quoi j'ai répondu d'une voix plus ferme que ce que je ressentais, « Cette terre appartient à ma famille ». Tout mon corps était devenu glacial, d'un froid qui n'avait rien à voir avec l'air vif du massif du Vercors. Il a posé son sandwich, a pris un porte-bloc, a parcouru une page avec l'ennui désinvolte d'un homme qui avait déjà répondu à la même question et m'a demandé « Vous êtes Léa Chevalier ?» Le gravier a crissé sous mes bottes alors qu'il ajoutait « On nous avait dit que vous étiez à l'étranger ». Je l'ai regardé longuement, puis j'ai regardé le panneau. Le bulldozer garé à environ 12 mètres de l'endroit où se trouvait autrefois la véranda de mon grand-père. Là où il s'asseyait chaque soir dans son vieux fauteuil à bascule en bois pour boire un café trop fort en fixant la lisière de la forêt comme si elle lui devait quelque chose. Oui, ai-je dit doucement. C'est ce qu'ils ont dû dire. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à photographier chaque numéro de permis sur chaque piquet, chaque logo de camion, chaque borne de délimitation, le panneau lui-même sous tous les angles. Le numéro de contact de l'entreprise de construction et l'autocollant d'autorisation de la mairie sur les engins. Une fois que j'ai eu tout ce dont j'avais besoin, je suis retourné à ma voiture de location sans un mot de plus. Il n'a pas essayé de m'arrêter. J'ai conduit 3 kilomètres sur la route de montagne pour m'arrêter dans un petit bistrot qui affichait encore ses suggestions du jour à la craie sur une ardoise. J'ai commandé le plus grand café disponible et j'ai ouvert la base de données du cadastre sur mon ordinateur portable avec des mains qui tremblaient légèrement. Laissez-moi reprendre depuis le début. Je m'appelle Léa Chevalier, j'ai 34 ans, et jusqu'à il y a 8 mois. J'étais adjudant-chef dans le renseignement militaire, avec 9 ans de service. Et 2 déploiements. Dont un de 14 mois à Djibouti où j'effectuais un travail de surveillance dont je ne peux toujours pas parler en détail. Je ne suis pas quelqu'un de facile à duper, et pourtant, mon grand-père, Raymond Chevalier, avait construit ce chalet sur les hauteurs du Vercors de ses propres mains en 1974 avec 2 de ses amis, l'un charpentier et l'autre maçon, passant 3 étés à couper le bois, couler les fondations et monter les murs sur 15 hectares de terrain qu'il avait mis 11 ans à économiser pour acheter. À ma naissance, cela faisait déjà 20 ans que c'était dans la famille, et au moment où j'ai été en âge de m'en souvenir, c'était l'endroit le plus sacré que j'ai jamais connu. C'est là qu'il m'a appris à lire une carte topographique, m'emmenant dans chaque recoin de ces 15 hectares avant mes 12 ans, m'obligeant à apprendre les lignes de partage des eaux, les bornes de délimitation et les servitudes de passage, comme d'autres enfants apprennent le nom des rues de leur quartier. La terre, c'est la mémoire, m'avait-il dit un jour, et la mémoire est la seule chose qu'ils ne peuvent pas taxer. Il est mort quand j'avais 25 ans,
3 mois après le début de ma première mission à l'étranger, et je n'ai pas pu rentrer pour les funérailles. Son testament a été lu sans moi et j'en ai reçu une copie par courriel, ma mère Viviane, mon frère aîné Pascal et moi-même étions les 3 bénéficiaires. Ma mère a hérité de la maison familiale à Grenoble, Pascal a reçu les comptes de placement, et moi. J'ai eu le chalet et les terres environnantes, soit 15 hectares au total. Arpenté en 1992 et dont le plan cadastral avait été mis à jour en 2018 après un litige de voisinage qui, comme je l'ai découvert plus tard, avait été spécifiquement déclenché par une manœuvre de Pascal. Mais j'y reviendrai. L'essentiel est que j'étais convaincu que cette propriété était la mienne. C'était écrit noir sur blanc depuis des années, et quand vous êtes en mission. Depuis 14 mois dans un périmètre de sécurité où vos appels sont surveillés. Et où votre courrier met 3 semaines à arriver. Tout en travaillant 70 heures par semaine sur des analyses de renseignements cruciales. Vous ne passez pas beaucoup de temps à vérifier les registres fonciers de votre pays, et c'était là ma seule erreur, mais elle a suffi. La base de données du cadastre s'est chargée à 7h43 du matin dans un coin du bistrot, devant mon café. Qui refroidissait, j'ai cherché mon nom, puis le numéro de parcelle que j'avais mémorisé à 16 ans parce que mon grand-père m'y avait obligé. Et j'ai vu que le transfert datait du 12 septembre de l'année précédente, il y a 14 mois. J'étais alors à Djibouti depuis déjà 11 mois. Une procuration déposée par voie électronique autorisait Viviane Marie Chevalier à agir au nom de Léa Catherine Chevalier pour toutes les questions relatives à la vente et au transfert de la propriété connue sous le nom de parcelle 0047A. La signature sur le document électronique était la mienne, ou plutôt, elle n'était pas seulement ressemblante, c'était exactement la mienne. Je connais ma propre signature comme je connais mon propre visage pour avoir signé des milliers de documents militaires, et mon écriture a des particularités spécifiques dues à 2 doigts. Fracturé lors d'un entraînement au combat rapproché en 2013, l'annulaire et le majeur de ma main gauche ont guéri légèrement de travers, créant une cassure de pression spécifique aux 2/3 du mot chevalier, et le « L » de Léa à une boucle anguleuse que mon instructeur avait l'habitude de moquer. Ces 2 détails figuraient dans la signature de ce document foncier, celui qu'il avait contrefaite n'avait pas utilisé de modèle, mais de vrais documents originaux qui n'existent qu'à un seul endroit. Mon cœur n'a pas lâché, il s'est figé d'une manière encore pire, ce calme de la personne dont l'entraînement prend le dessus sur la partie du cerveau qui a envie de hurler. J'ai continué à lire, 7 jours après le dépôt de la procuration, 247 800 € avaient été virés sur un compte détenu par une entité appelée SCI Patrimoine Chevalier, une structure dont je n'avais jamais entendu parler, pour laquelle je n'avais jamais signé de statut et dont je n'étais pas bénéficiaire. 3 jours plus tard, 842 000 € passaient directement de cette SCI vers Pascal Chevalier Construction. Sarl. J'ai alors consulté le registre du commerce pour l'entreprise de Pascal. 3 procès civils intentés au cours des 2 dernières années, 2 saisies de créanciers totalisant plus de 400 000 € et une enquête en cours pour une déclaration d'incendie suspecte sur l'un de ces chantiers. Un incendie qui, selon 2 sous-traitants, avait débuté dans une zone verrouillée, inaccessible aux ouvriers. Je suis resté assise là un long moment, le café est devenu froid, ma mère n'avait pas commis une erreur désespérée, elle avait construit un véritable système de fraude. J'ai conduit jusqu'à Grenoble le jour même et j'ai pris une chambre dans un motel miteux en bordure de National qui demandait 80 € la nuit, avec une machine à glaçons en panne et des rideaux qui ne fermaient pas complètement, mais je m'en fichais, car j'avais besoin d'une table, d'une connexion Wi-Fi et de murs que je contrôlais. Mon premier appel a été pour mon ancien contact juridique de l'armée, le capitaine David Roche, devenu avocat civil, qui m'avait aidé à mettre à jour mon testament avant mon 2e déploiement et en qui j'avais une confiance absolue. David. Ai-je dit, j'ai besoin de savoir si je peux déposer une plainte au pénal pour fraude et une injonction au civil simultanément, et je dois le savoir avant
de parler à qui que ce soit dans ma famille. Après un silence, il m'a répondu. Raconte-moi tout. J'ai tout déballé par ordre chronologique avec des horodatage parce que c'est ainsi que je fonctionne, et il a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai fini, il a déclaré, la fausse procuration est un faux en écriture publique, c'est un crime. Le virement bancaire implique une fraude financière aggravée, et le fait que l'argent soit passé par une société. Quel contrôle constitue du blanchiment? Léa, ce n'est pas un simple litige civil, c'est du pénal. Je lui ai répondu que je le savais, et il m'a demandé si je voulais signaler l'affaire immédiatement ou gérer cela discrètement. J'ai pensé aux mains de mon grand-père, rugueuses comme de l'écorce, pressant les cartes d'arpentage contre les miennes en disant « Ta mère ne comprend la valeur de la terre que lorsqu'un plus riche qu'elle la convoite. » J'ai dit à David, je veux gérer ça correctement, ce qui signifie que je veux comprendre l'intégralité de ce que je possède avant d'adresser la parole à qui que ce soit. Il a approuvé et m'a conseillé de commencer par l'arpentage. J'ai ouvert la pochette inifugée que mon grand-père m'avait remise à l'aéroport avant mon départ, une vieille pochette grise qu'il m'avait dit de n'ouvrir qu'en cas de besoin, ajoutant qu'il avait essayé de prévoir les agissements de ma mère. Je l'avais gardée dans un garde-meuble pendant 9 ans sans jamais l'ouvrir, mais ce soir-là, dans le motel, j'ai découvert les plans originaux de 1992, dessinés à la main et tamponnés professionnellement, ainsi qu'une lettre de son notaire expliquant la division parcellaire de 2018 et une note manuscrite de mon grand-père datée de 4 mois avant sa mort. La lettre disait « Léa. En 2017, ton frère Pascal a loué des droits de coupe de bois sur le quart nord-est de la propriété à un homme sans m'en avertir, et cet incident m'a fait comprendre certaines choses pour l'avenir. J'ai fait diviser la propriété en plusieurs parcelles légales, le chalet se trouve sur la parcelle 0047A de 4 cents mètres carrés, mais tout le reste, les 15 hectares restants, y compris les zones de captage d'eau, les servitudes d'utilité publique, la route d'accès privé qui traverse le ruisseau et les droits de forage, a été transféré séparément sous ton seul nom sous les parcelles 0047B à 0047F. Ces parcelles ne font pas partie de celles du chalet et t'ont été données personnellement en 2018, indépendamment du testament. Sans ces terres, le chalet n'a ni accès routier, ni service public, ni droits d'eau légaux, il ne peut être ni atteint, ni développé, ni vendu sans ton autorisation. Je t'aime, j'ai construit des défenses, utilise-les. Je suis resté assise sur le bord du lit un long moment, puis j'ai ri doucement, ma mère avait passé près d'1 an à monter cette fraude, engageant quelqu'un pour imiter ma signature et créant une SCI pour détourner 1 million d'euros, mais elle n'avait jamais vérifié ce qui entourait le chalet. Elle venait de vendre au groupe Valvert un rectangle décoratif totalement enclavé et sans valeur sans ma coopération. J'ai ouvert mon ordinateur et commencé à rédiger l'injonction. J'ai mené 2 actions en parallèle, le volet pénal avec David Roche et une enquête de la gendarmerie financière menée par une adjudante expérimentée, Renata Okafor, qui a rapidement trouvé la trace d'un clerc de notaire corrompu ayant fourni les originaux de ma signature contre 8 000 € en liquide. Le volet civil a été encore plus fulgurant. Lors de l'audience pour l'injonction d'urgence, l'avocat du promoteur immobilier, méprisant au départ face à mon uniforme de l'armée que j'avais choisi de porter par respect pour mes galons et ma méthode, a perdu toute contenance quand j'ai présenté les plans cadastraux de 2018. La juge, une femme rigoureuse, a rapidement compris que le promoteur avait acheté une propriété, enclavée, sans aucun accès légal. Elle a ordonné l'arrêt immédiat de tous les travaux, prévenant le promoteur qu'il devait se familiariser avec l'expression « sans accès légal ». Je ne suis pas allé au déjeuner dominical suivant pour confronter ma famille, mais pour observer leur visage avant que la tempête ne les atteigne. Ma mère, Viviane, 61 ans, m'a accueilli avec cette demi-embrassade hypocrite qu'elle utilisait toujours, me disant que j'avais
l'air maigre. Pascal, arborant une montre de luxe à 6 000 € payée avec l'argent volé, a eu le culot de me suggérer de vendre le chalet car, les prix s'envolaient, ignorant que j'avais déjà consulté le cadastre et que la gendarmerie avait déjà récupéré les preuves de sa complicité. J'ai mangé mon poulet rôti, j'ai complimenté les pommes de terre au romarin, et je suis reparti sans un mot, sachant que le piège de mon grand-père s'était refermé sur eux. La réunion finale au siège du groupe Valvert a été décisive, vêtu de mon uniforme de cérémonie, j'ai déposé l'ordonnance d'injonction sur la table en acajou devant le PDG, Marcus Thorne. Quand son avocate a réalisé que la route d'accès et tous les réseaux appartenaient à moi seul, elle a déclaré que tout développement était juridiquement impossible. Ma mère, présente à la réunion, a tenté de prétendre que tout était en règle, mais j'ai jeté les plans de 1992 sur la table en lui disant qu'elle avait vendu une île sans pont. Marcus Thorne, furieux d'avoir été floué, a compris qu'il avait versé 1 million d'euros pour un morceau de terre inaccessible. L'enquête pénale a duré 7 mois et a révélé que le clerc de notaire avait une relation de longue date avec ma mère. Elle a été arrêtée un mardi de novembre, inculpée de faux, usage de faux et escroquerie en bande organisée. Pascal a également été inculpé pour recel et complicité. Ma mère a finalement plaidé coupable pour éviter la prison fermée. A écopé de 4 ans de sursis probatoire avec obligation de remboursement intégral et interdiction de me contacter, tandis que l'entreprise de Pascal a été liquidée et s'est bien saisie. Le promoteur a dû abandonner son projet de luxe et j'ai racheté la parcelle du chalet pour une somme dérisoire, le rendant à nouveau entier avec le reste du domaine. Je suis retourné au chalet en avril, les panneaux de vente avaient disparu et le bulldozer n'était plus qu'un mauvais souvenir. Le chalet était encore debout, un peu abîmé, mais solide. Je me suis assise sur la véranda et j'ai repensé à mon grand-père, à sa patience méthodique et à la façon dont il avait protégé l'avenir en fermant des portes que ma mère ne savait même pas ouvertes. Il l'aimait, mais il la connaissait, et il avait agi en conséquence. J'ai passé 6 semaines à restaurer l'endroit, réparant les marches et le poêle à bois, tout en gardant la fissure sur le panneau gauche en souvenir. J'ai pris un poste de consultante en sécurité à distance, ce qui me permet de vivre ici, dans le calme du Vercors. Le premier versement des dommages et intérêts de Pascal est tombé le 30 avril, et alors que je regardais la forêt, j'ai relu une dernière fois la lettre de Raymond. Chevalier, ta mère ne comprend la valeur de la terre que lorsqu'un plus riche qu'elle la convoite. Elle l'avait convoitée, elle avait triché pour l'avoir. Elle avait même réussi à obtenir le chalet pendant quelques mois, mais elle avait oublié de regarder ce qu'il y avait autour, et finalement, c'est moi qui ai tout récupéré.